Cette mauvaise réputation de Guy Debord. Pour l'auteur de La Société du spectacle, il fallait remettre les points sur les i. En effet, dans ce petit ouvrage, écrit épistolairement, comme il en a l'habitude, Guy Debord répond aux critiques de journalistes et d'intellectuels qui l'ont défini comme un influenceur silencieux et non moins secret. Pour rappel, l'auteur a été très sévère à l'encontre du capital et de ses formes hallucinogènes. Le philosophe Roger Paul Droit, via le journal Le Monde, lui reproche de brouiller les pistes et de semer des silences dans le creux des phrases sans laisser de traces. Debord ne se dégonfle pas, il qualifie ce Roger Paul Droit de grossier maspérisateur, c'est-à-dire de personne qui omet volontairement des passages d'ouvrage. On reconnaît là toute la sagacité verbale de Debord qui emprunte à ce mot tout le charme de son obsolescence. Claude Roy, dans son livre L'étonnement du voyageur, paru en 1991 chez Gallimard, dit de Debord qu'il est allègrement mégalomane et qui, ne se contentant pas d'être simplement difficile, est tout bonnement macaronique, c'est-à-dire tarabiscoté. Debord, pour réponse, propose entre guillemets les mots vieille et imbécile qu'un point d'interrogation vient démocratiser. André Clavel, pour l'événement du jeudi, affirme que Guy Debord entretient de machiavéliques énigmes autour de sa personne. Joseph Mouton, pour la revue Art Press, n'hésite pas à le qualifier de fou, au même titre que son célèbre ouvrage, ajoutant qu'il est une intelligence paranoïaque. Le journal Libération, déjà bien rouge, reprend les mots du Times, dont le titre est tout aussi rouge, qui révèle que Guy Debord avait été recruté par la CIA. Dégoûtant journal chargé de sang et de mensonges, rétorque Debord. La revue Critique qualifie le style de Debord de froid et de distant de manière hautaine. Pour l'écrivain Morgan Sportes, dans les lettres françaises, Debord doit être empaillé et momifié en le pléiadisant, c'est-à-dire en le livrant. Pour le journal La Croix, Guy Debord est un prophète malgré lui. Au fond, c'est un esprit religieux. Debord précise qu'il faut comprendre faux prophète. Une nouvelle fois dans l'événement du jeudi, Régis Debray se compare à Debord, aux dames de Debord qui le qualifient d'ambitieux ridicule qui a couru vers tout. Toujours dans l'événement du jeudi, Pollack avoue que Debord l'a déçu parce qu'il est devenu consommable et même anodin parce que dépassé. Debord répond qu'il a dans le... voir page 92. Dans Le Point, Jean-François Revel cloisonne la dialectique de Debord à du jargon de la scolastique médiévale, c'est-à-dire démodé. Charles Dantzig, dans le journal pamphlétaire français L'Idiot International, considère que La Société du spectacle, l'ouvrage qui a rendu célèbre Debord, ne veut rien dire, ajoutant qu'il ne donne jamais de définition de ce fameux spectacle. En somme, ce n'est pas clair. Mais pour Debord, Charles Dantzig croit être un expert dans la littérature et l'édition. C'est pour cela qu'il le surnomme loustic et tête de mort. Et quand on la regarde, la tête de Dantzig, Debord n'a pas forcément tort. Finalement, tous ces journalistes et ces penseurs de gauche accusent Debord d'être un révolutionnaire incompréhensible qui fait un cinéma tout aussi incompréhensible. Au fond, ils lui reprochent d'avoir fait échouer son navire marchand. Quoi qu'il en soit, cette mauvaise réputation dont parle Debord est essentiellement due à ce qu'il manifeste une pensée abstrue, voire énigmatique, et qui, de la part de ceux qui la commentent, et on parle ici de journalistes, n'est pas réellement comprise. La pensée de Debord échappe à bien des intellectuels, et qui, souvent de gauche, s'effritent sur un argumentaire abstrait et non moins hermétique. Debord est un alchimiste spectaculaire du verbe et un stratège syntagmatique qui assène des vérités trempées de marxisme et dont l'oracle fait la critique de la logique marchande qui, telle une religion archaïque, fait de l'homme un adorateur de ses propres créations. Le fétichisme de la marchandise, comme le souligne Debord, page 111, est le centre même du monde existant, faisant de la société une sphère de productivité primitive polythéiste. Chacun adorant le Dieu qui lui convient à travers la logique de la marchandise qui fait de l'objet une divinité dès que la valeur monétaire y appose son sceau. En effet, l'objet acquiert une sorte d'auréole de gloire qui est amplifiée par le spectacle de sa propre nature et qui, dans l'œil du spectateur, le fait rayonner d'un prestige que ce même spectateur s'empresse d'obtenir pour recouvrir son existence d'une sorte de préciosité. Le spectacle, c'est le réel fantasmé, l'image de la vie rêvée, et qui piège le moi que structurent les mensonges de l'orgueil dans une fiction hypnotique. L'esthétique négative de Debord, qui peut aller jusqu'à la néantisation, page 59, et ce sont là ses propres mots, ne fait qu'annoncer la déliquescence d'un monde exhibitionniste dans lequel l'humanité s'est structurée.
Ce spectacle de la fin est remplacé par un spectacle de la fin illusoire où le spectacle miroir des écrans singe les prévisions apocalyptiques grâce à une imagerie hyperpixelisée qui déséduque les individus et par extension les masses et la démocratie. En fait, la culture historique réelle a été remplacée par une culture historique parallèle où dragons et trolls nourrissent l'imagination à la manière d'une drogue hallucinogène. On ménage ainsi le rêve du grand public pour qu'il ne s'intéresse pas aux vrais grands problèmes. Voyez par exemple, alors que la pandémie fait rage au dehors, l'extraordinaire assujettissement volontaire des foyers à la machine spectacle Netflix. Combien d'individus savourent les joies du confinement devant leur petit écran, tandis que des millions de leurs frères en l'humanité, paralysés dans des couloirs d'hôpitaux, espèrent que leur propre rythme cardiaque ne se fossilise pas en une ligne sonore sur le moniteur. À ce stade d'exposition au spectacle, le développement de ghettos mentaux, pour paraphraser Pier Paolo Pasolini, anticipe probablement l'apocalypse.